Une famille, un camion en guise de maison, 5 ans et 5 continents, Fred, Laure, Martin et Chine partent à la découverte de notre planète. Leur ambition ? Aller à la rencontre des femmes et des hommes qui, chaque jour, tentent de réconcilier l'homme et la nature. La route sera longue et difficile, mais la famille de Martin veut partager avec nous les 1001 idées malines de ceux qui préparent aujourd'hui le monde de demain. Bienvenue dans le monde de Martin. Plus droit, bonjour. On va où, Martin? Au Mexique pour se baigner à la mer. Ouais, la mer elle est chaude au Mexique. Après avoir passé 3 mois aux États-Unis, c'est par le poste frontière de Tijuana, le plus fréquenté du monde, que Fred, Laure, Martin et Chine atteignent le Mexique. Délimité au sud par le Guatemala et le Belize, bordé par le golfe du Mexique et l'océan Pacifique, le Mexique fait toujours partie de l'Amérique du Nord. La famille entame sa découverte du pays par la Basse-Californie, une province qui est le prolongement direct de la Californie américaine. Le Mexique est 4 fois plus grand que la France, mais seulement 2 fois plus peuplé, ce qui laisse la place à de grandes étendues désertiques, parsemées de cactus géants. Un vrai décor de bande dessinée. Voici au Mexique. Alors que la France rentre dans l'hiver, nous nous roulons vers le soleil. Direction le sud de la Basse-Californie, où on nous a promis que les plages étaient délicieuses. On a hâte de voir ça. J'ai lu mon premier mot et mon premier mot est Chine va à la piscine. Il faut faire particulièrement attention quand on croise des camions sur cette route, qui est vraiment très étroite. D'ailleurs, il n'est pas rare de trouver tout au long de cette route des petits hôtels en mémoire aux chauffeurs routiers qui sont morts d'accident de la route ici. Donc prudence. Cette route si dangereuse n'en est pas moins magnifique. Elle s'appelle la Transpeninsula Runo et traverse des paysages fantastiques du nord au sud sur plus de 1700 km. Elle ne manque donc pas de bivouacs isolés et pleins de charme. Alors plan B, si l'on veut éviter l'unique route pleine de camions, c'est de passer par des petites pistes. Celle-ci est bien rocailleuse, mais à la fois c'est magnifique, on a l'impression d'être au milieu d'un jardin botanique, tellement il y a de variétés de cactus différentes. Si certains passages sont éprouvants pour Fred et le camion, ce sont des oasis inespérées dans ce désert où il ne tombe en moyenne pas plus de 5 mm de pluie chaque année. Il faut donc profiter de chaque point d'eau. Ce soir au menu, le chef vous propose des produits locaux. Nous avons des noix de Saint-Jacques, qui ne sont pas vraiment des noix de Saint-Jacques parce que ce sont des noix de Saint-Jacques locales. On va les cuisiner avec un petit vin blanc mexicain qui est très bon. Nous arrivons maintenant au sud de la Basse-Californie. Nous ne sommes pas très loin de Todos Santos où nous avons rendez-vous avec Omar Piña. Omar s'intéresse aux plantes médicinales qui sont très nombreuses dans cette région. Mais Omar a eu l'idée de les utiliser de façon moderne, sous forme de microdoses notamment. On va en savoir un peu plus bientôt en rencontrant Omar. Comment vas-tu, Frédéric? Bienvenue. Laura, bienvenue. C'est un très bel endroit. C'est ton jardin? C'est un jardin médicinal en fait.
On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de vie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et de pluie. Mais nous avons tout ce dont nous avons besoin pour nous soigner. C'est comme un hôpital? Pas vraiment comme un hôpital, non. Ce que nous avons ici, c'est pour la prévention, pour que tu sois bien physiquement et émotionnellement, que tu sois équilibré. Bref, que tu aies tout ce dont tu as besoin pour être en forme. Pour se soigner, les 3/4 de la population mondiale ont recours à des herbes traditionnelles. Selon les Aztèques, la maladie est avant tout le symptôme d'un déséquilibre entre le psychisme et le corps. Omar, botaniste de formation, connaît ces collines par cœur. Pour lui, la nature alentour ressemble à une gigantesque pharmacie à ciel ouvert. Cet arbre s'appelle le copal et se caractérise par une odeur. Regarde, sens-le. Prends-le. Sens-le, sens-le. Le copal est une plante que les anciens utilisaient dans les rituels chamaniques de purification. On va en couper de petits morceaux. Omar, lui, va le transformer en pommade désinfectante pour les petites blessures. Il tient à préserver cette pharmacopée naturelle et la rendre accessible à tous, riches ou pauvres, à la ville comme à la campagne. Il s'inspire donc de savoirs ancestraux qu'il remet au goût du jour en produisant des microdoses. Il s'agit de macération de plantes sauvages dans de l'alcool de canne à sucre ou de cactus. Il ouvre la voie à une exploitation durable et moderne des plantes médicinales. Tu connais le cardon? Les anciens par ici, lorsqu'ils se coupent, ils coupent une branche de ce cardon, ils la posent sur leur peau et elle cicatrise. Ok, nous avons ici le bout de cardon. On va juste retirer les épines et nous nous retrouvons avec un excellent remède pour la peau. Enveloppons-le dans du papier journal. Regarde, nous avons un autre médicament. Joli travail. Continuons. Allons par ici. La cueillette se poursuit toute la matinée dans ce jardin d'Éden médicinal. Fred, Laure, Martin et Chine ont droit à une vraie leçon de botanique. Ils découvrent que chaque plante a son utilité. Ça, c'est le guériquet. C'est particulièrement bon contre le diabète. Le cardon et le lomboy soignent les éraflures. Le fruit de la passion évacue le stress. Le nîmes booste le système immunitaire et le fameux aloe vera traite les brûlures et les troubles digestifs. C'est fort, hein? Tu peux goûter un tout petit peu pour sentir la saveur. Le goût amer. Super. Ok, Martin. Souviens-toi toujours que quand on fait une collecte de plantes, nous devons couper uniquement ce qui est nécessaire et faire en sorte qu'il en reste toujours. Nous sommes dans un lieu sacré. Il faut le préserver. En Basse-Californie, la mer n'est jamais loin. Omar en profite pour faire une halte sur la plage de Todos Santos, où se trouve le marché aux poissons local. Ici, pas de quai pour débarquer les poissons, les bateaux livrent directement leur prise sur le sable. Je te le laisse à 1,50 et si tu veux, je te le prépare. Alors on va manger ces poissons tout frais. Le pêcheur, on vient de pêcher. Et on va bien se régaler. Tu prends la chair à la petite cuillère et ça part tout seul. Au Mexique, la pêche industrielle est très peu développée. Le pays a beau être entouré de mer, les Mexicains ne consomment que 12 kilos de poissons par an et par habitant. Bienvenue à la maison, voici Jessica, ma femme. Langouste de Santeña. Donc ce soir, je vais manger du homard pour la première fois. Et c'est notre ami Omar qui nous le cuisine. C'est pas la classe, ça? Tu sais, on dit homard en France. Comment vous dites? Omar. Vraiment? Au petit matin, la cuisine d'Omar se transforme en laboratoire. C'est là qu'il réalise ses préparations à base de plantes.
Nous allons maintenant préparer une pommade que tu pourras avoir dans ton sac. Et dès que tu te coupes, tu la poses dessus. Comme ça, tu cicatrises beaucoup plus vite, ok? Vous êtes prêts? Prêt. Le botaniste transforme ce que la famille a récolté la veille. D'abord un petit bout d'arbre appelé lomboy, auquel il ajoute le morceau de cactus cardon débarrassé de ses épines. Pour commencer, il faut enlever la peau. Il n'y a plus d'épines? Non, j'ai tout enlevé, c'est plus sûr pour les enfants. Ok, maintenant on va mettre l'huile d'olive qui est là. Parfait. Maintenant, on va mettre là ce remède sur un feu doux dans un bain-marie pour que la cuisson se fasse à très basse température et que les nutriments ne s'évaporent pas. Voilà, on le laisse ici. Pour la base de sa pommade, Omar a choisi la cire d'abeille, un produit naturel utilisé par l'homme depuis la nuit des temps. Ok Martin, tu vas maintenant bien la râper pour qu'elle puisse s'intégrer rapidement à l'huile. C'est un peu dur? C'est dur? Omar fabrique ensuite du guéreké, très efficace pour nettoyer le foie. Il faut d'abord réaliser une teinture mère, c'est-à-dire un mélange de plantes fraîches et d'alcool qui sera très concentré en principes actifs. Et ben, il faut le couper petit. Les petits bouts de plantes sont ensuite plongés dans l'alcool. La réaction se fait tout de suite et une jolie couleur verte apparaît. Mais il faut attendre 1 mois de macération pour que la teinture mère soit vraiment efficace. Alors là, si vous regardez la couleur, c'est presque jaune. Ça a déjà commencé à faire effet. Omar commercialise ses remèdes via un circuit de produits biologiques. Et comme tout laborantin, il note consciencieusement la composition de ses recettes. La microdose fait que la plante est utilisée d'une manière bien plus efficace. Ce procédé est très différent de l'infusion d'un point de vue thérapeutique, puisqu'une infusion doit passer par tout le système digestif pour faire effet, alors que celui-ci passe par le système nerveux central. Alors quand on prend une microdose sous la langue, pourquoi sous la langue? Parce que c'est là où nous avons toutes les terminaisons nerveuses. Ça passe très rapidement et le corps peut répondre aux stimuli envoyés par la plante. Mais en fin de compte, c'est une très petite quantité de plantes qui est utilisée. Au final, avec 1 litre de teinture mère, on peut réaliser entre 600 et 1000 microdoses. Voilà, on la ferme. Avec ce bout que nous avons collecté dans le désert, tu as un remède pour toute la famille, pour 10 ans environ. Nous n'utilisons qu'une toute petite quantité de la plante. C'est fort ou c'est pas fort? C'est un peu fort. On sent de l'huile d'olive. Et là, tu as mal. C'est fort ou pas? Le lendemain, Omar décide de conduire la famille dans la montagne à 3 heures de piste de Todos Santos. Il veut leur présenter Victor, un fermier qui lui a appris beaucoup de choses sur les plantes médicinales. J'ai pensé à quoi? Je crois qu'on dirait le Mexique un peu. Le Mexique ressemble à rien d'autre que le Mexique. Voici la ferme de Victor, une petite exploitation typique de la région. Ici, le temps semble s'être arrêté. Tout est à taille humaine et l'on produit une agriculture de subsistance. Victor élève quelques chèvres aussi bien pour leur fromage que pour leur viande. D'ailleurs, Chine et Martin vont bientôt le découvrir. Et sa mère aussi. On voit pas très bien par-dessus. Alors les enfants, aujourd'hui il y a une leçon de sciences naturelles. On va voir comment est fait une chèvre avec Victor. Victor va matar la cabra. Alors je crois que cette chèvre sait ce qui l'attend.
Et donc elle n'est pas très contente, normal. Mais à la fois ici, ils sont en train de préparer une fête qui aura lieu demain. Et donc on va se régaler avec. C'est la première fois que je fais ça. Je suis pas très doué, quoi. En tout cas, j'arrive à les faire bien rire. Parce que je suis vraiment pas expert. Hein. Ok. Et toi, tu veux voir ou tu veux pas voir? Oui. Bon, Chine tient à son cours de... Mais tu vas faire des cauchemars, Chine. Ça, c'est pour faire de la saucisse. Ça fait du boudin, le sang. Il va la récupérer, la peau? Voilà. Ils vont faire quoi? On va faire un tapis. Un tapis en forme de chèvre. C'est la femme de Victor, Lincha, qui s'occupe du repas de fête. Mais avant, elle réalise un plat traditionnel, la morcilla. Il s'agit d'une panse de chèvre farcie cuite très lentement. Ça marche pas comme chez nous, la cuisine ici. On célèbre le jour de Saint-André, le saint patron du ranch. Saint-André l'apôtre. Nous allons apporter le repas à l'église d'à côté et nous allons le servir une fois la célébration finie. Nous allons tous nous réunir et nous allons manger. Pendant que Lincha fait mijoter la viande, Victor entraîne Fred dans son jardin. Et là aussi, on trouve parfaitement de quoi se soigner sur à peine quelques mètres carrés. L'épazote. L'épazote, c'est pourquoi? L'épazote, c'est pour l'estomac. Ah. Et vous avez quoi d'autre? Ça, c'est la valériane pour les nerfs. Celui-ci, c'est le guanabana, du corosol. C'est un fruit. Et l'eau de guanabana est très bonne. Et c'est bon pour quoi, ça? C'est bon pour la pression artérielle et pour le cœur aussi. Apporte-moi ce récipient-là. Voilà, là c'est bien. Alors là-dedans, il y a le sang de l'animal et quoi d'autre? Le foie, le cœur, les reins et des légumes. Ah, un taco. Un peu de citron. J'adore ça. Le lendemain matin, les habitants du hameau se réunissent pour fêter leur saint patron. L'apôtre Saint-André est aussi connu pour avoir été crucifié sur une croix en forme de X. Les festivités commencent par une messe en son honneur dans la chapelle du hameau. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Jesús. Comment vas-tu? Hola. Prêt pour la fête? Oui. Après la messe, Martin retrouve Omar. Tous ensemble, ils vont déguster les plats préparés par les familles du hameau. Des pâtes, du poulet et de la purée d'haricots. C'est du poulet ou c'est pas plutôt de la chèvre que tu as fait hier? Si. Oui, tu dis du poulet. J'ai été ravie de vous rencontrer. Prenez soin de vous.
Portez-vous bien. Bon voyage. Oui, merci. Gracias. Bien joué, le grand gaillard. Mon ami, ce fut un plaisir. Merci, merci pour tout. Merci d'être venu. Vous aurez toujours votre maison ici à Todos Santos. Mucho gusto. La famille reprend la route en direction du sud. Le but est de rejoindre Cabo San Lucas, un petit port que l'on dit magnifique. À l'heure du déjeuner, la famille fait une pause à Las Gardienas, un restaurant très réputé où Guillermo, le patron, sert les meilleurs tacos de poisson du pays. Mais ici, on ne déjeune pas sans avoir pris l'apéro. Ça, ce sont des margaritas. C'est une liqueur de tequila avec du jus de citron, de l'orange, du controy et de la damiana. Ici, c'est les gardenias, les tacos gardenias. Pourquoi? C'est quoi les gardenias? Le gardenia est une fleur très belle et ma mère l'aime beaucoup, d'où le nom Las Gardenias. Chine et Martin sont invités à visiter les cuisines du restaurant pour un petit cours particulier avec le maître des lieux. La spécialité du chef, ce sont les tacos de la mer. Des crevettes et du poisson. Poisson et crevettes pour les tacos. Ces tacos sont nés en Basse-Californie, au nord de l'Ensenada. Et de là, ils sont arrivés ici. Et maintenant, ils sont dans le monde entier. Et qui vous a appris à faire ça? Ma mère, mon père, ma famille. La tortilla est un plat essentiel au Mexique. D'après les archéologues, on la consomme depuis plus de 2500 ans. Elle est de tous les repas. Et une fois garnie de viande et de légumes, la tortilla devient le taco. Bon appétit. Très très bon. Pour Fred, Laure, Martin et Chine, la vie coule désormais au rythme des flots du golfe de Californie. En cette fin d'année, la météo est idéale pour tenter une plongée très spéciale. Martin, qu'est-ce que tu cherches? Les baleines. Tu vas où, Chine? Nager avec des requins-baleines. Ça va pas? J'ai pas peur. Au large de la ville de La Paz, la baie regorge de requins-baleines. Comme ils sont présents ici toute l'année, ils sont devenus une attraction touristique. Les plus grands spécimens peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Leur bouche est très grande, mais elle ne contient que de minuscules dents. Les requins-baleines se nourrissent de plancton, d'algues, de petits crustacés et de poissons. C'est super beau. C'est belle, hein? Ouais. Ces requins ne sont pas menacés d'extinction, mais leur population est très fragile. La Convention sur le commerce international des espèces menacées les considère comme vulnérables, car les femelles en âge de se reproduire sont en déclin. Malgré leur taille, et même s'ils adorent nager près de la surface, ces gros poissons ne présentent aucun danger pour les humains. Ce qui ne suffit pas à rassurer Chine. Alors, Chine, comment elles étaient les baleines? J'ai eu un peu peur. Ah, alors tu les as vues ou tu les as pas vues? Oui, un peu en dehors l'eau, on en a vu une gigantesque à prendre de l'eau. Et tu es allée nager avec elle? Non. Peut-être qu'une plongée de rattrapage se profile pour Martin et Chine. Cap sur la petite île d'Espiritu Santo. Aucun humain ne vit sur cette île, car l'UNESCO l'a classée réserve de biosphère. Elle accueille l'une des plus importantes colonies de lions de mer de la région. À la saison des amours, on les observe en nombre dans les rochers du bord de mer et ils se reproduisent ici en toute tranquillité. Cette fois, Chine et Martin n'hésitent pas. Ils ont trouvé des compagnons aquatiques très joueurs. Pas étonnant car les lions de mer font partie de la famille des otaries et les femelles sont aussi curieuses que leurs cousines.
voyage en Basse-Californie prend fin. Pour rejoindre le continent qui se trouve à 300 km de là, la famille embarque son cher camion sur un ferry pour traverser la mer de Cortés. Prochaine étape, la ville de Mexico où la famille doit retrouver des amis. C'est parti pour 17 heures de voyage, en compagnie de Richie et Lisa, un jeune couple de voyageurs. Mais cette traversée a un petit quelque chose en plus. Happy birthday to you, Martin. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Martin. Happy birthday to you. Make a wish. Alors je crois que Chine est heureuse parce que dans 2 jours, c'est Noël. Et qui dit Noël dit des cadeaux. Situé à 2300 mètres d'altitude, Mexico abrite 21 millions d'habitants répartis dans 300 quartiers, appelés ici colonias. C'est l'une des plus grandes zones urbaines du monde et l'une des plus polluées. Et voici mon ami Marco. Marco, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en France, avant le départ de notre grand tour du monde. Et à l'époque, tu vivais en France et tu as décidé de rentrer au Mexique. Exact. Exact. Pour le climat? Venir un peu chercher le soleil, oui. Ouais, bah pas aujourd'hui, hein, ça marche pas. Et donc, tu as 2 enfants, vas-y, tu les présentes. Je vous présente Oscar et Victor. Oscar et Victor. Et du coup, vous parlez Français. Parce que vous avez fait toute votre scolarité au début en France. Ouais. Et alors maintenant, Chine, qu'est-ce qu'on va faire? Acheter une piñata. Qu'est-ce que c'est une piñata? C'est une étoile décorée avec un trou dedans. On met des bonbons dedans. On la secoue avec un bâton, elle se casse et on ramasse les bonbons. Parce que ce soir, c'est Noël. Avant d'aller chercher la piñata, Marco et sa famille entraînent Martin et Chine dans une petite visite de la ville. Mexico possède un patrimoine culturel exceptionnel. Et malgré l'urbanisation, on y trouve de nombreux parcs. Ici au Mexique, les signalisations pour traverser la rue, les bonhommes en signe, ils courent, ils ne marchent pas. Ils courent tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de circulation. Énormément, et ils respectent très peu les piétons. Très très peu. Donc ils conseillent de courir. Ah, ils conseillent de courir très vite. Sur le bord de la route. La visite se poursuit au marché principal de la ville, un vrai dédale de petits commerces où on trouve de tout à bon prix, mais surtout, on y dégote les plus belles piñatas du pays. Et là, il y en a déjà descendu. Laquelle? C'est là. Ici, il y en a aussi. Non, c'est ça c'est des œufs ici. Et à l'intérieur on met des je sais pas comment ça s'appelle, le confetti et on les casse dans la tête des autres. Oh, et voilà. On les casse. Ah, mais pourquoi celle-là? C'est lui qui touche là. Elle est en pousse quand tu la rapproches. C'est une tradition italienne en fait. C'est les franciscains qui ont importé l'idée des piñatas pour commencer à apprendre aux enfants à parler la langue et tout ça. C'est pour ça qu'ils les ont faites avec des pointes, car ils les utilisaient pour représenter les 7 péchés capitaux. Ils ont donc transporté cette tradition au Mexique. Ils ne le font plus en Italie, mais la tradition est restée vivante au Mexique. Ah, comment on fait? J'en ai pas la moindre idée. Non, ça tient pas. Tu es où, Fred? Ah si, ça y est. Santé, santé, joyeux Noël.
voilà le mollet mexicain. C'est particulier. Ça sent à la fois la viande, mais ça sent aussi le poisson. Et ça sent le chocolat. La couleur vient du chocolat d'ailleurs, je crois. Et c'est particulier. En attendant l'heure de la piñata, Laure a proposé de s'occuper du dessert. Et comme la piñata, il vient d'Italie lui aussi. Tout le monde prend une bouche. Sí, pinche aguacerazo, güey. En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar. No vaya a ser un tunal. Mamá, no cantes, mamá. Maman, ne chante pas, maman. Ne chante pas. No cantes. On peut pas répéter, ne chante pas. Ne chante pas. No podemos repetir, no cantes. Ou alors chante juste le refrain, c'est tout. Canta el coro nada más. Ok, juste le refrain. Canta el coro, ok. ¿De qué âge? 5, 1, 2, 3. Retour sur la route, toujours plus au sud. Chine, Martin, Laure et Fred quittent Mexico en direction de Puerto Angel, un petit port de pêche situé sur la côte sud de l'état de Oaxaca. Regarde, il y a des cochons. La route pour atteindre ce village serpente entre les collines. Il y en a un qui nous regarde. Et il faudra plus de 11 heures pour rejoindre l'océan. À cette époque, c'est la naissance des tortues. Et le matin, on va se lever très tôt pour aller les voir. Exactement. Il s'agit là de tortues de mer. Et donc l'intéressant de ce projet, c'est que c'est un éco-projet, à savoir que ce sont les personnes qui hier braconnaient les tortues qui aujourd'hui vous proposent d'aller les visiter et donc qui les protègent. Donc un projet qui me semble assez intéressant. Pour observer l'éclosion des œufs, il faut être debout avant le soleil. Martin et Chine vont devoir quitter les bras de Morphée un peu plus tôt que d'habitude. Alors il est quelle heure, Martin? Il est 5 heures et on va voir des tortues. Adelante. Quels animaux il y a ici? Des oiseaux, des crocodiles, des crabes. Les crocodiles sont dangereux? Oui, ils sont dangereux. Ils sont grands comment? En ce moment, il y en a 2 de 4 mètres. 4 mètres? Oui, oui. 2 de 4 mètres. Je crois que c'est vrai qu'il y en a. C'est Sostenes Rodriguez Reyes qui dirige l'expédition. Avant de devenir guide, il braconnait les tortues pour faire vivre sa famille. Aujourd'hui, il gagne sa vie en protégeant les tortues marines et en accompagnant les curieux sur les lieux de ponte. Elles sont là. À partir de là, on va marcher en faisant très attention. Elles étaient notre source de revenus. Et puis après, l'idée nous est venue de nous transformer en conservateurs plutôt qu'en prédateurs.
c'est-à-dire travailler avec la tortue vivante et non pas morte. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Les œufs éclosent 2 mois après la ponte. Sosthenes et son équipe les déplacent souvent vers des plages moins fréquentées pour les protéger. Mais les hommes ne sont pas les seuls prédateurs. Les oiseaux marins, les crabes et les ratons laveurs raffolent de ce mets de choix. On considère que sur 100 bébés tortues qui atteignent la mer, seulement 2 ou 1 ont des chances de survivre. La grande majorité sert de nourriture pour les autres espèces. Alors oui, c'est dur la vie de tortue. Nous allons voir comment ça se passe. Vous allez voir la grande quantité d'oiseaux qui se baladent sur les plages et qui mangent les tortues. Mais bon, c'est normal, c'est la nature. T'as vu, on a plein de sorties du trou. On dirait qu'elles vont dans la bonne direction de la mer. Je la mets en ligne pour l'utiliser à et tourner vers la mer. C'est pas des petites voitures. Quand il survit, ce petit animal peut peser jusqu'à 200 kg et mesurer plus d'1 mètre. Dans une dizaine d'années, ces bébés devenus adultes reviendront sur cette plage pour pondre à leur tour. Ce cycle de la vie dure depuis plus de 100 millions d'années. Elles vont dans la mer et elles vont au fond de l'eau pour pas que les oiseaux les mangent. Attention, regardez cette tortue. Allez, fais-le. J'ai pas peur. Nous, on les aide quand ils sont en bas et en plus, ils font tu vois. Oh, elle a fait un beau toboggan. Elle a fait un beau toboggan. L'Union internationale pour la conservation de la nature estime que plus de la moitié des espèces de tortues est en danger d'extinction. Les différents programmes de protection ont permis de sensibiliser le public et de limiter les effets dévastateurs du braconnage, de la pêche intensive et de la pollution. Mais le combat est loin d'être gagné. Il est temps pour Fred, Laure, Martin et Chine de quitter l'océan et de reprendre la route pour la dernière étape de leur voyage au Mexique. Alors, changement de paysage par rapport à la côte atlantique. Nous sommes dans le Chiapas. Nous remontons au nord, direction San Cristobal de las Casas. Ici, tout est vert et pour cause, c'est la saison des pluies. Donc, il pleut. Le camion traverse la ville de San Cristobal de las Casas. Ce n'est plus la capitale du Chiapas, mais elle est toujours considérée comme sa capitale culturelle. Ah, c'est mon hôtel. C'est Hôtel Saint-Martin. La famille poursuit sa route vers l'est du pays, où elle a rendez-vous dans une ferme du Yucatan, près de la ville de Valladolid. Mais avant, il faudra traverser l'état du Chiapas. C'est l'état le plus au sud du pays, à la frontière avec le Guatemala. C'est aussi l'état le plus pauvre du Mexique. Plus d'1 million d'Indiens y vivent, et les 3/4 d'entre eux n'ont accès ni à l'eau potable, ni à l'électricité. Paradoxalement, c'est l'une des régions les plus touristiques, car elle abrite de nombreux vestiges incas, comme le temple de Palenque. Ce temple était en fait le centre d'une ville qui s'étendait sur plus de 67 km² à son apogée en l'an 700. Ces ruines témoignent de la grandeur de la civilisation maya qui a régné sur la région pendant plus de 13 siècles. Qu'est-ce que tu manges, Chine? Du cacao. Cacao? C'est bon? Autre passage obligé, les cascades d'Aqua Azul. Comme son nom l'indique, l'eau de ces cascades est réputée pour être bleu turquoise. Sauf qu'à la saison des pluies, le turquoise vire au marron. C'est trop! Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris une douche? Non, c'est la cascade! Et elle est où? C'est la cascade!
voici maintenant dans le Yucatan, en pleine terre maya. Donc en dehors des jolis sites et des jolies plages, les Mayas ont une culture qui est aujourd'hui encore très forte ici. Et nous allons en savoir un peu plus dès maintenant en rendant visite à César et Lisa. Eux ne sont pas Mayas, mais il faut tourner une ferme sur le principe de la permaculture en s'aidant énormément des connaissances mayas. Donc c'est parti pour visiter ce projet. César, Federico. Bonjour, comment vas-tu? Martin, je suis très content de vous connaître. Lisa et César dirigent une ferme éducative qui fonctionne sur le principe de la permaculture. Cette technique, qui s'inspire des écosystèmes sauvages, est aujourd'hui très à la mode partout dans le monde. Mais la permaculture prend aussi modèle sur les savoirs et pratiques des peuples premiers. Ici, les cultures ancestrales mayas. Quand on a commencé à s'intéresser à la permaculture, on voulait d'abord essayer de comprendre comment les Mayas vivaient à l'époque de manière équilibrée, ici, sur ces terres qui sont très difficiles. On s'est demandé comment ils géraient cette terre et comment nous pouvions retrouver cet équilibre et réussir à être autonomes. Il faut trouver l'équilibre entre la nature, les animaux, mais aussi les plantes que nous utilisons. Cette abeille s'appelle Melipona. C'est l'abeille sacrée des Mayas. Contrairement à sa cousine Apis mellifera, que l'on trouve en Europe, elle n'a pas de dard et ne produit presque pas de miel. En revanche, elle est très efficace pour polliniser les cultures. César tient à montrer à Martin et Chine un autre type d'abeille au talent tout particulier. Regarde Martin, tu vois? C'est le gardien. C'est lui qui monte la garde. Ça, c'est un autre type d'abeille qui s'appelle saxique. C'est une trigone et elle a une propriété très spéciale. C'est une espèce d'abeille très noble qui ne se défend jamais, mais qui fait un miel incroyable. Avec ce miel, on peut guérir des brûlures au second degré. Peut-être qu'avec ce miel magique, qu'on appelle ici le miel des dieux, la toux de Chine va s'envoler. Dans les fermes permacoles, chaque plante et chaque animal remplit plusieurs fonctions. Comme ce cheval qui permet à la fois de travailler la terre et de fournir un excellent fertilisant. Comme dans toute ferme, le secret de la réussite, c'est bien sûr le compost. Ici, il est fait à partir des déchets verts de la propriété, mais aussi des restes que Lisa récupère dans les restaurants de la région. Merci beaucoup Martin. Nous allons aussi mettre ça dedans et d'ici 6 semaines environ, ce sera de la terre comme celle-ci. La terre obtenue est incroyablement fertile et elle permet de booster les cultures. Voici Roré, d'origine maya, il est le bras droit de César. Il connaît tout sur les variétés anciennes de légumes. Ici, ils font pousser un tubercule cultivé depuis plus de 2000 ans par les Mayas, le yucca, qui est une variété de manioc. Ce pied de yucca a 1 an. Vous mangiez du manioc autrefois, ta famille? Oui, oui. Comment vous le mangiez? On peut simplement le faire revenir et le manger comme ça avec du miel. C'est bon avec du miel. Regarde ce que nous avons trouvé ici. Ça, c'est du camote et ça, du yucca. Ce sont 2 tubercules que les gens utilisent beaucoup ici. Et généralement, ça, vous le semez avec le milpa, non? Oui, avec le milpa. Et parfois, lorsqu'il n'y a pas de maïs, ouais. On peut s'alimenter avec ça. Et on peut le donner aux animaux aussi, c'est bon pour eux aussi. Oui, et ça vous en semez tous les ans? Oui, oui, chaque année, oui. Les cyclones ne sont pas rares dans la région. Et au cas où les cultures seraient détruites, ces racines permettent aux habitants de survivre. Au Mexique, on en consomme sous toutes les formes, en version sucrée, salée et même liquide, puisque les Mexicains fabriquent une bière de manioc. Chine et Martin font le plein pour le déjeuner. La famille est invitée à partager un repas traditionnel maya. Au menu, des légumes de la ferme et du pibi pollo, qui signifie poulet enterré. Le poulet mariné est enroulé dans des feuilles de bananier et cuit dans un four de terre, creusé à même le sol et appelé pib. Ce mode de cuisson est très symbolique pour les Mayas, car ils croient en l'existence d'un monde parallèle, souterrain,
qui fait partie du cycle de la vie. Beaucoup de gens qui viennent ici se rendent compte de plusieurs principes universels de la vie. Et avec ces connaissances, ils peuvent retourner chez eux, même en ville, et voir comment ils peuvent changer leur vie. Ce n'est pas nécessaire qu'ils imitent tout ce que nous faisons ici. Tout le monde n'a pas non plus besoin de venir vivre à la campagne. Mais à la campagne, on peut s'inspirer de beaucoup de choses qui seront utiles pour créer une vie plus saine, y compris dans les villes. Listo? Listo. Ça, c'est la racine qu'on a ramassée ce matin. Maintenant, elle est cuite. Un poquito, pero no mucho. C'est la patate. Ici, les plats n'ont pas le temps de refroidir. La table se remplit très vite et tout le monde partage le même repas. Quinoa y también lo que hemos hecho para el pollo y para el cerdo. La salsa. La salsa. Un poquito con chile, ¿no? Muy rico, sí. Tiene un buen sabor, ¿verdad? Sí, claro. À la fin du repas, Lisa a un petit rituel. No, Mali, no. Ça, ce sont des coquilles d'œufs. Et maintenant, je vais les faire griller pour qu'elles sèchent un peu. Comme ça, on pourra les donner à manger aux poules pour qu'elles aient assez de calcium pour faire d'autres œufs. Il est très important de faire griller les coquilles au four avant de les donner aux poules. Au risque de les voir confondre ces coquilles avec des œufs frais et se mettre à attaquer leurs propres œufs par gourmandise. Qu'est-ce que tu fais, Chine? Transporte des poussins. Et qu'est-ce que tu vas faire avec des poussins? Je vais les mettre dans le poulailler. Je crois que c'est de maman qui les met. Attention. Il y a un coq qui s'approche. Hein? J'ai vu un coq là-bas qui s'approche. Regarde, ça, ce sont des grains de cacao. Ils ont déjà été préparés et maintenant on va les griller. Chaque petite graine, c'est du cacao. Regarde, si on les ouvre, tu peux voir la couleur marron du cacao, mais il est cru. Voilà pourquoi on doit le griller, comme le grain de café, pour qu'il prenne toute sa saveur. Martin est responsable de la torréfaction des fèves. Il faut être attentif et remuer souvent pour éviter qu'elles ne brûlent. On va goûter? Parfait. Chine et Martin ont beaucoup de chance. Ce n'est pas tous les jours qu'on fabrique soi-même son chocolat pour le goûter. Il ne manque que le pain. Et pour l'occasion, Laure vient prêter main forte. On va faire des pains au chocolat. Voilà, maintenant on va le bénir. Et on le ferme. Ça, c'est pour la vapeur. Comme ça, il y a de la vapeur à l'intérieur. Et dans 10 minutes, vous allez voir, dans 10 minutes, tout sera devenu... Pour sa dernière nuit à la ferme, Martin va dormir dans un habitat traditionnel maya. Il s'agit d'une hutte en rondins de bois recouvert de torchis
et coiffée d'un toit de palme. Aujourd'hui, on y trouve des matériaux recyclés plus modernes. Quant à César et Lisa, ils perpétuent leur enseignement et continuent à transmettre des savoirs très anciens pour mieux vivre dans le respect des hommes et de la nature. Ce voyage s'achève. Chine avait raison, il n'y a que le Mexique qui ressemble au Mexique. Un patrimoine et une biodiversité exceptionnelle qu'Omar, Sóstenes, César, Lisa et Jorge vont continuer à préserver pour leurs enfants et ceux des autres.